Parfois, on ressent une pression étrange dans la tête, un peu comme un casque invisible qui serre constamment. Ces sensations, qui sont souvent liées à une perte d'audition d'un seul côté, peuvent être vraiment déroutantes. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça en s'appuyant sur des explications claires et des outils concrets. Cette citation, elle parlera sans doute à beaucoup de monde. Elle capture parfaitement, avec un peu d'humour, cette expérience qui est pourtant très réelle et déstabilisante. Si ce casque invisible est familier, sachez que ce n'est pas une illusion. Le cerveau a de très bonnes raisons de le fabriquer. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par définir cette sensation, ensuite on va comprendre pourquoi elle arrive. Puis, on verra combien de temps dure l'adaptation, après ça on passera aux outils pratiques, à la gestion des moments plus difficiles, et pour finir, on verra comment on peut transformer sa relation à ces sons. Allez, on commence. La toute première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Reconnaître et nommer ces sensations, c'est vraiment essentiel pour commencer à les comprendre. Les perceptions peuvent être très variées, ça peut aller des acouphènes classiques, comme des sifflements, à cette impression beaucoup plus diffuse de compression. Mais le point crucial, le voilà, il ne s'agit ni de sons qui viennent de l'extérieur, ni de quelque chose d'imaginaire. C'est une activité anormale, bien réelle, du système nerveux, que le cerveau interprète comme un son ou une pression. Alors, la grande question, pourquoi ces sensations apparaissent? La clé, c'est de comprendre que ce n'est pas un signe que quelque chose est cassé. C'est au contraire la réponse logique et intelligente d'un cerveau qui fait de son mieux pour s'adapter à une toute nouvelle réalité auditive. Imaginez un peu le conflit. D'un côté, une oreille envoie des informations parfaitement normales. De l'autre, silence radio. Or, le cerveau déteste cette asymétrie. Il est programmé pour comparer les infos des deux côtés pour créer un paysage sonore cohérent. Alors, face à ce vide, il ne reste pas les bras croisés. Il réagit. Et comment il réagit justement? D'abord, il augmente ce qu'on appelle le gain central. C'est un peu comme s'il montait le volume de son propre ampli pour essayer de capter un signal très faible. Ensuite, il se réorganise, c'est la fameuse neuroplasticité. Et enfin, il devient hypersensible aux signaux internes. C'est la combinaison de ces trois mécanismes qui donne naissance aux acouphènes et à la sensation de pression. Cette phrase, elle est absolument essentielle pour comprendre la fatigue et la pression. Le système attentionnel, qui avant filtrait les sons automatiquement, sans qu'on y pense, est maintenant mobilisé en permanence. C'est un effort conscient, constant et qui est extrêmement coûteux en énergie. Cette surcharge, cet overload neurofonctionnel, est souvent ressenti physiquement comme une compression. Bon, d'accord, le cerveau s'adapte, mais ça prend combien de temps? C'est la question que tout le monde se pose. Avoir des repères temporels fiables, ça permet de mieux gérer ses attentes et traverser les phases difficiles avec un peu plus de sérénité. En général, le processus se déroule en plusieurs phases. La phase aiguë, au début, est la plus difficile. Tout est nouveau, instable. Puis vient une longue période d'adaptation où le cerveau apprend petit à petit à vivre avec cette nouvelle réalité. Et enfin, la stabilisation. Le confort revient, non pas forcément parce que le son a disparu, mais parce que le cerveau a appris à ne plus y prêter attention. Et voilà le point crucial. L'objectif, ce n'est pas forcément le silence absolu. L'objectif, c'est le confort, la paix. C'est le vécu émotionnel qui change bien plus que le bruit lui-même. C'est une distinction fondamentale. On passe d'une lutte contre le son à un apaisement de la relation qu'on a avec ce son. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, passons à l'action. Comprendre c'est bien, mais agir c'est mieux. Il existe 4 leviers très concrets sur lesquels on peut agir au quotidien pour petit à petit desserrer ce fameux casque invisible. Le premier levier peut paraître un peu paradoxal. Il s'agit d'utiliser le son. Le silence total est un piège. Il force le cerveau à monter son propre volume, ce qui amplifie les bruits parasites. L'idée, c'est d'utiliser un fond sonore très doux pour nourrir le système auditif et surtout pour réduire le contraste entre le silence et l'acouphène. C'est ce contraste qui capture l'attention. Alors, quels sons utiliser? On parle souvent du bruit blanc, c'est un classique, mais il peut être un peu aigu. Le bruit rose, lui, est plus riche en basse fréquence. Il est souvent jugé plus doux, plus enveloppant, et il est particulièrement bien toléré la nuit. En fait, le meilleur son, c'est celui que le système nerveux oublie le plus vite. Et là, attention à l'erreur classique. Vouloir à tout prix masquer l'acouphène avec un son encore plus fort. C'est contre-productif parce que ça maintient le système en état d'alerte. Le but, c'est tout l'inverse. Utiliser un son si faible qu'il est à peine perceptible. Le cerveau a alors un repère stable, il peut enfin se désengager et se reposer. Le deuxième levier, c'est le système nerveux. La sensation de compression est souvent liée à une hypervigilance. En allongeant consciemment son expiration, on active le système nerveux parasympathique, celui du calme et de la récupération.
Ce n'est pas juste du bien-être, c'est de la neurophysiologie appliquée. On envoie un signal direct au cerveau pour lui dire « tout va bien, il n'y a pas de danger ». Levier numéro 3, le corps. Il y a un lien direct entre la tension physique, surtout dans la zone de la mâchoire et de la nuque, et cette sensation de pression dans la tête. Des gestes tout simples comme des étirements doux, des bâillements ou juste vérifier que les dents ne sont pas serrées peuvent avoir un impact étonnamment important. Et enfin, le levier de l'attention. Souvent, toute l'attention est focalisée sur le canal auditif, comme un projecteur braqué sur l'oreille. Le but n'est pas de fuir cette sensation, mais de la diluer. On réoriente doucement son attention vers des activités qui mobilisent d'autres sens. On passe d'un projecteur à une lumière d'ambiance, répartie sur tout le corps et l'environnement. Bon, abordons maintenant un sujet crucial, les jours où tout semble revenir, les mauvais jours. Ces pics sont fréquents, souvent mal compris, et ils peuvent être une source de grande angoisse. Il est donc essentiel de les normaliser et d'apprendre à les traverser. C'est la question que tout le monde se pose pendant un pic. Mais ça allait mieux. Et soudain, c'est pire qu'avant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai tout cassé? La réponse courte et honnête est non, absolument pas. Cette phrase, il faut vraiment se la répéter. C'est un véritable antidote à la panique. L'adaptation du cerveau, ce n'est pas une ligne droite qui monte. C'est une courbe en dents de scie. Un pic n'est pas un retour en arrière. C'est une fluctuation normale du processus, souvent déclenchée par la fatigue ou le stress. C'est un événement, pas un verdict sur l'avenir. Alors concrètement, on fait quoi pendant un pic? D'abord, pendant 1 ou 2 jours, on arrête d'analyser. On ne cherche pas la cause. L'objectif est juste de calmer l'alarme. Ensuite, on se concentre à fond sur la régulation du système nerveux. Sommeil, respiration lente, son doux et constant. Et enfin, on maintient ses routines. La prévisibilité, c'est très rassurant pour un cerveau en alerte. On arrive à la conclusion, qui est en fait un changement de perspective. Le véritable chemin vers un confort qui dure, ça ne consiste pas à éliminer le son à tout prix, mais plutôt à transformer la relation que le système nerveux entretient avec lui. Et on va terminer avec cette question. Et si, au fond, l'objectif final n'était pas cette recherche obsessionnelle du silence qui maintient le système en alerte permanente? Et si le véritable but, c'était de restaurer un sentiment de sécurité intérieure, de réapprendre au système nerveux qu'il peut enfin relâcher la garde? Parce que souvent, c'est quand la peur disparaît et que la sécurité revient que le signal lui-même se fait déjà beaucoup plus discret.